Des incendies sont encore en cours dans différents pays européens, comme ici au Portugal. Le feu s'est déclaré ce samedi dans le parc naturel de la Serra da Estrela, près de la frontière espagnole. Plus de 600 pompiers sont à l'œuvre, alors que près de 1000 hectares sont déjà partis en fumée. Nous utilisons à chaque instant les stratégies nécessaires. Nous utilisons différentes machines, différents véhicules et engins, différents outils. Nous utilisons vraiment tout ce dont nous disposons pour tenter de résoudre cette situation. En Espagne, face à la sécheresse et aux températures élevées, les pompiers travaillent pour empêcher la reprise des incendies dans la province d'Ávila, à l'ouest de Madrid. La Galice, au nord du pays, a dû lutter contre plusieurs feux de forêt ces derniers jours. Prévention aussi dans le sud de la France, où les pompiers allument des feux tactiques pour contenir le brasier. Parti de Lozère ce lundi, l'incendie s'est propagé jusqu'à l'Aveyron, ravageant près de 700 hectares de végétation. Plus de 3000 personnes ont dû être évacuées. En Russie, davantage d'avions ont été déployés pour lutter contre des feux de forêt qui se sont déclarés en Sibérie occidentale. Au total, plus de 1500 personnes sont mobilisées. Le plus long fleuve français s'est transformé par endroits en une petite rivière. Dans certaines zones, comme ici à Langeais en Indre-et-Loire, il est désormais possible de franchir le cours d'eau à pied. Ailleurs, certains bras du fleuve sont complètement à sec, comme ici à Saumur en Maine-et-Loire. Le niveau du fleuve et son débit approchent leur plus bas historique, du jamais vu si tôt dans l'année. Habitants et vacanciers y voient une nouvelle illustration du dérèglement climatique. Quand je vois l'année dernière, on a eu un été très pluvieux. Cette année, on a été très sec. D'une année sur l'autre, le plus difficile, c'est d'avoir des épisodes complètement différents, d'avoir des saisons qu'on ne puisse pas deviner à l'avance. Cet assèchement du fleuve est dû à deux facteurs, le manque de pluie pendant l'hiver et la sécheresse qui frappe la France depuis le début de l'été et qui n'a fait qu'aggraver la situation. Le mois de juillet 2022 a été le plus sec jamais enregistré depuis 1959 selon Météo France. Le déficit d'eau est l'un des 4 risques majeurs pour l'Europe, identifiés par le GIEC dans son dernier rapport. Avec une augmentation de 2 degrés de la température moyenne du globe, un tiers de la population du sud de l'Europe manquera d'eau, selon les prévisions des spécialistes du climat. À l'heure actuelle, les températures ont augmenté en moyenne de 1,1 degré. La résidence de Donald Trump en Floride a été perquisitionnée par le FBI ce lundi. L'ancien président américain dénonce une persécution politique. Le républicain, lié à plusieurs dossiers judiciaires, n'a pas précisé la raison de la perquisition. Mais selon des médias américains, l'intervention relève d'une enquête sur la mauvaise gestion de documents classifiés. En février, les archives nationales avaient déclaré avoir dû récupérer en Floride 15 cartons de documents que Donald Trump avait emportés avec lui lors de son départ de Washington en janvier 2021. Certains de ces documents seraient marqués secret défense. Les archives nationales assurent que le républicain n'avait en aucun cas le droit de partir avec ces cartons. En vertu d'une loi de 1978, tout président américain doit transmettre l'ensemble de ses lettres et autres documents de travail à cette agence chargée de les conserver. Taïwan a débuté ce mardi ses exercices militaires simulant la défense de l'île contre une invasion chinoise. L'armée taïwanaise a notamment effectué des tirs de fusées éclairantes et des tirs d'artillerie à balles réelles. Et ce, alors que la Chine a déclenché ces derniers jours ses plus grandes manœuvres militaires autour de Taïwan, en réponse à la visite de la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi. La position de la Chine sur Taïwan est légitime, raisonnable et légale, et nos mesures sont résolues, fortes et proportionnées. Elle vise à avertir les auteurs et à punir les forces indépendantistes de Taïwan. Nous sauvegarderons la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine. Nous dissuaderons les États-Unis de contenir la Chine et nous briserons l'illusion des autorités taïwanaises de compter sur Washington pour l'indépendance. La Chine estime que Taïwan, qui compte environ 23 millions d'habitants, est l'une de ces provinces qu'elle n'a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949.
Mais si Pékin montre ses muscles, le président américain Joe Biden ne croit pas à une attaque imminente. Je ne suis pas inquiet, mais je suis préoccupé par leurs manœuvres. Mais je ne pense pas qu'ils iront plus loin. Une chose est sûre, la visite de la plus haute responsable américaine à se rendre sur l'île autonome depuis des décennies n'a fait que durcir le bras de fer entre les États-Unis et la Chine. 3 jours après Hiroshima, c'est au tour de la ville japonaise de Nagasaki de commémorer le 77e anniversaire des attaques à la bombe atomique. Une cérémonie qui intervient dans un contexte de menace nucléaire. La menace des armes nucléaires et l'utilisation possible de ces dernières deviennent réelles. Alors que l'on dit que l'élan vers un monde sans armes nucléaires recule, je continuerai à lancer un appel pour ne pas faire la même erreur avec les armes nucléaires. Pour les survivants de l'attaque de Nagasaki, les conflits actuels ravivent de douloureux souvenirs. Les sirènes de raid aérien qui hurlent en Ukraine m'ont rappelé la peur que j'ai ressentie lorsque la bombe atomique a été larguée. Le 9 août 1945, à 11h02, les États-Unis larguaient une bombe atomique sur Nagasaki, faisant près de 74 000 morts et mettant tristement fin à la Seconde Guerre mondiale. Les attaques nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki sont les premières et les dernières à ce jour. La Russie a lancé mardi depuis le Kazakhstan un satellite iranien d'observation. Le satellite Kayam a été lancé par une fusée Soyouz depuis le cosmodrome russe de Baïkonour tôt le matin. Selon l'agence spatiale iranienne, le satellite a pour but de surveiller les frontières du pays, les catastrophes naturelles et d'améliorer la productivité agricole. Mais certains responsables occidentaux craignent que Moscou ne l'utilise pour soutenir son offensive en Ukraine, ce que réfute Téhéran. C'est un de ses plus grands innovateurs que le monde de la mode pleure ce mardi. Issey Miyake s'est éteint à l'âge de 84 ans. En 50 ans de carrière entre la France et le Japon, ce célèbre créateur a révolutionné le prêt-à-porter avec des vêtements à la fois élégants, accessibles et faciles à entretenir. Des idées copiées encore aujourd'hui. Après plusieurs jours de négociations à Vienne, l'Union européenne a mis un texte final sur la table. L'objectif est de redonner vie à l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien. C'est maintenant au tour de Téhéran et de Washington d'accepter de signer ce texte. L'accord de 2015 vise à garantir le caractère civil du programme nucléaire de l'Iran, accusé de chercher à se doter de l'arme atomique. La Corée du Sud n'est pas épargnée par les inondations qui frappent de nombreux pays dans le monde cet été. Au moins 7 personnes sont mortes et 7 disparues dans des inondations records à Séoul. L'eau a envahi des stations de métro et plusieurs routes de la capitale. Selon l'agence de presse Yonhap, ces pluies diluviennes sont les plus fortes tombées dans le pays depuis 80 ans. Dans le petit village du Madagenais, la curiosité cet été est sans conteste l'église. Elle abrite un tableau de Rembrandt de plusieurs dizaines de millions d'euros, un Christ en croix peint par le maître néerlandais. Voir le Christ vivant sur la croix, c'est exceptionnel. Et avoir ce tableau dans une commune de 1500 habitants, c'est encore plus exceptionnel. Alors ce tableau a été acheté par un officier de l'armée napoléonienne à Dunkerque en 1804 et donné l'année suivante à la paroisse du Mas-d'Agenais dont il était originaire. L'œuvre a été exposée pratiquement sans surveillance ici pendant environ 200 ans. Récemment, des mesures de sécurité ont été mises en place pour la protéger. Alors le tableau, il est dans un coffre-fort vitré, blindé. Ensuite, il y a une surveillance avec des caméras, il y a un certain nombre de caméras. Il y a une alarme sur la vitre et on surveille à la fois la température et l'hygrométrie. En 1959, les initiales de Rembrandt et l'année 1631 ont été découvertes sur l'œuvre. Depuis, le Madagenais a gagné un trésor, mais perdu un peu de son insouciance.